Bienvenue dans cette troisième vidéo sur le troisième chapitre de la recherche de soi, les métamorphoses du moi. Commençons par définir ce qu'est le moi. Le moi désigne l'individu conscient de lui-même et de sa permanence. Au sens strict, le moi est un concept issu de la psychanalyse. Mais bien avant Freud, la question de l'identité, de la connaissance de soi, agite la philosophie depuis l'Antiquité. On peut penser au fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Mais la question du moi émerge vraiment avec la notion d'individu au XVIIe et XVIIIe siècle. Descartes pose sa fameuse formule « cogito ergo sum », je pense, donc je suis. Le fait que je pense valide mon existence en tant que sujet pensant et rationnel. Descartes évacue donc le corps comme facteur de permanence identitaire au profit de l'âme et de l'esprit. Certains philosophes empiristes comme Hume considèrent au contraire que le moi est une collection d'impressions sensibles en perpétuel changement et que le moi est donc insaisissable. Au XIXe siècle, le cogito cartésien sera remis en question par exemple par Nietzsche, qui considère que le moi rationnel et unique est une illusion, que l'unicité du jeu masque en fait une pluralité. D'ailleurs, à peu près à la même époque, Rimbaud écrit à son maître Georges Isambard la formule restée célèbre « Je est un autre ». Au début du XXe siècle, naît la psychanalyse. Si dans la première topique, Freud définit le moi comme une instance consciente de l'individu par rapport à l'inconscient et au préconscient, dans la deuxième topique, il va nuancer ce premier propos et considérer qu'il y a en réalité trois instances psychiques. Le ça, qui incarne les pulsions inconscientes, irrationnelles et désordonnées, le surmoi, qui incarne la loi morale, les interdits, les normes sociales, et le moi, qui est l'instance intermédiaire entre le ça et le surmoi, plus constante et plus stable, mais toujours tiraillée par les injonctions des deux autres instances psychiques. La psychanalyse va donc révolutionner la représentation de la psyché humaine, puisqu'au XXe siècle, l'identité apparaît plutôt comme un ensemble fragmenté, conflictuel, instable, et donc partiellement inconnaissable et insaisissable. En outre, d'autres strates s'ajoutent à notre moi, notamment parce que nous vivons en société. Bergson propose par exemple de distinguer le moi profond et le moi social. Tandis que Sartre distingue l'être pour soi, la conscience de son existence et de sa liberté, et l'être pour autrui, l'homme conscient qui se définit par rapport au regard d'autrui. Bref, plus on s'intéresse au moi, plus on s'aperçoit qu'il est complexe, multiple et difficile à définir. Pourtant, malgré son instabilité, nous avons le sentiment de la permanence de notre moi, et c'est une question cruciale. Qu'est-ce qui fait que je reste identique à moi-même, tout en me métamorphosant sans cesse ? Plusieurs facteurs l'expliquent, liés à nos différents types d'identité ou d'identicité, si on veut être plus clair. D'abord, notre identité administrative. Nous avons un nom, un prénom, une origine, un lieu de naissance, une généalogie unique qui nous distingue, nous enracine, nous donne une stabilité. C'est pourquoi la quête des origines est un thème littéraire très fréquent, comme par exemple dans L'Africain de Lecq Lésio, où l'auteur part en Afrique sur les pas de son père pour comprendre son propre passé. Ensuite, un autre critère de permanence à nous-mêmes est notre corps. Notre corps est permanent malgré les modifications et altérations naturelles ou artificielles et malgré le renouvellement permanent de nos cellules. Nous restons dans le même corps toute notre vie, nous avons le même ADN, les mêmes empreintes de notre naissance à notre mort. On peut penser aux multiples films, populaires ou expérimentaux, où des personnages changent ou échangent leur corps et donc leurs identités, leurs rôles sociaux et leur point de vue sur le monde. Ensuite, notre identité mémorielle est aussi capitale. C'est notre mémoire et nos souvenirs qui nous permettent de percevoir notre propre continuité, quel que soit notre âge. Les troubles de la mémoire et l'amnésie sont donc des thèmes dramatiques fréquents sur la question de l'identité. Par exemple, l'amnésie est le point de départ de la pièce d'Anouilh, Le voyageur sans bagages. Devenu amnésique après la Première Guerre mondiale, Gaston, qui est un bon garçon, retrouve sa famille qui le dépeint comme un homme violent et cynique. Gaston ne parvient pas à faire correspondre l'image négative de cet homme qu'il est censé avoir été et l'image qu'il est devenu. Et donc il choisit de renier son passé et sa famille. Enfin, l'exemple de la pièce d'Anouilh le révèle, le regard d'autrui nous permet aussi une permanence identitaire. Nous existons parce que les autres nous reconnaissent et nous confirment notre identité d'une certaine façon. En littérature, on peut illustrer la confirmation identitaire par le regard d'autrui avec un topos, la scène de reconnaissance. On appelle ça en grec une anagnorisis.
C'est-à-dire une scène où un personnage à l'identité inconnue des autres, voire de lui-même, est reconnu par un autre personnage. La scène de reconnaissance est universelle, d'Ulysse reconnu par Pénélope à son retour d'Ithaque 20 ans plus tard, à Dark Vador annonçant à Luke Skywalker qu'il est son père dans la saga Star Wars. Deuxième terme du chapitre, les métamorphoses. Quelles métamorphoses le moi peut-il subir ? Le moi subit sans cesse des métamorphoses. L'idée de métamorphose implique donc un processus temporel. Il y aurait de multiples formes du moi au fil du temps. Alors, différents types de métamorphoses peuvent être convoqués. D'abord, la métamorphose physique. Notre corps change, grandit, vieillit et peut parfois subir des altérations plus radicales, comme par exemple des mutilations. On peut penser au film De rouille et d'os, où le personnage de Stéphanie est amputé de ses 2 jambes suite à un accident avec un orque et elle voit toute sa vie bouleversée. On a aussi l'exemple des gueules cassées, comme dans Au revoir là-haut, où Édouard est défiguré par un éclat d'obus. On peut penser aussi aux greffes, comme dans le roman Réparer les vivants, qui raconte une transplantation cardiaque et pose la question de comment vivre avec le cœur d'un autre. Dans la fiction, la métamorphose physique est souvent surnaturelle. C'est un motif très fréquent qui a des significations symboliques diverses. Dans les mythes, par exemple, on trouve de nombreuses métamorphoses. Par exemple, dans les métamorphoses d'Ovide, où les dieux et les humains se transforment en animaux ou en végétaux. La métamorphose a ici un objectif d'explication symbolique. Les métamorphoses physiques sont aussi très présentes dans les contes merveilleux, comme dans La Belle et la Bête, La Princesse et le Crapaud, Pinocchio. La métamorphose physique symbolise ici le fait de grandir ou d'évoluer moralement. Par exemple, la Bête et Pinocchio se transforment en humains quand ils ont appris la générosité et la vertu. La métamorphose physique symbolise donc aussi une métamorphose intérieure. Dans les récits fantastiques ou de science-fiction, les métamorphoses révèlent souvent des conflits intérieurs, notamment entre l'humanité et la bestialité. Comme dans la métamorphose de Kafka, où le héros se réveille un jour transformé en cafard, ou comme dans l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, où la métamorphose physique symbolise un conflit entre le bien et le mal. Les personnages hybrides, les monstres, loups-garous, mutants, vampires, symbolisent souvent ce conflit entre 2 natures différentes. Donc la métamorphose physique implique le plus souvent une métamorphose identitaire. Mais il y a aussi des métamorphoses intérieures, psychiques ou morales. L'évolution intérieure d'un personnage est souvent la base dramatique de bien des fictions et pose des questions souvent morales. Le personnage se transforme-t-il vers le bien ou le mal ? Devient-il quelqu'un d'autre en se transformant ? On ne compte plus les exemples de personnages qui changent profondément d'identité. Citons par exemple Les Misérables de Victor Hugo, qui raconte entre autres la rédemption de Jean Valjean, qui est un ancien bagnard et qui cache son identité. Il devient Monsieur Madeleine, un homme bon et altruiste. On peut penser au processus inverse dans Le Comte de Monte Cristo de Dumas. À la suite d'un complot, Edmond Dantès perd sa fiancée Dolores, son honneur et sa liberté. Après son évasion de prison, il entreprend de se venger en prenant une autre identité sous les traits du comte de Monte Cristo. Mais au fil de sa vengeance, il perd peu à peu de vue qui il est et il ressent un grand trouble identitaire. Dans ces 2 cas, la métamorphose est aussi sociale. Jean Valjean et Edmond Dantès changent de milieu et de statut social. On peut convoquer d'ailleurs le processus inverse de déclassement social, comme dans Manon Lescaut de l'abbé Prévost, où le chevalier change de caractère, de comportement et de valeur en entrant dans le milieu social de Manon. La question des transfuges de classe rejoint aussi cette interrogation. En changeant de milieu social, les individus se posent la question de leur identité. L'auteur Édouard Louis raconte dans En finir avec Eddie Bellegueule comment il est sorti de son milieu populaire. Et le titre du livre, En finir avec Eddie Bellegueule, est assez exemplaire, puisqu'il abandonne son nom de naissance et matérialise sa nouvelle identité sous ce nouveau nom, Édouard Louis. Donc là, on a bien une métamorphose identitaire, mais aussi sociale. Donc cela pose une autre question. Comment matérialiser les conflits intérieurs de l'hybridité identitaire ? Avec le développement de la psychanalyse, s'impose l'idée d'un moi instable, inconnaissable, fragmenté. L'individu peut ressentir une impression d'étrangeté à lui-même, se sentir fracturé par l'altérité. C'est le cas par exemple du poète portugais Pessoa, qui a écrit sous de multiples pseudonymes ou hétéronymes, et dont les poèmes expriment souvent ce sentiment d'étrangeté à soi-même. Les autoportraits d'artistes au XXe siècle reflètent aussi cette fragmentation et cette étrangeté du moi. Modigliani, Bacon, Schiele, Basquiat, parmi tant d'autres, ont interrogé cette instabilité du moi dans leurs portraits. Le sentiment d'étrangeté à soi peut aller jusqu'à la folie, la dissociation, le dédoublement, notamment dans les récits fantastiques,
comme dans le Horla de Maupassant, où le narrateur se sent persécuté par un être surnaturel et invisible qui est peut-être la matérialisation d'un moi dissocié. Le roman L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde matérialise encore plus franchement cette dissociation, puisque Mr Hyde est le double maléfique du Dr Jekyll, l'incarnation de ses pulsions violentes, inconscientes, le ça freudien avant l'heure. Même phénomène dans le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, où la dissociation identitaire est incarnée par le portrait qui vieillit et s'enlaidit à la place de Dorian Gray à mesure qu'il multiplie les vices et les sévices. La figure du double, que l'on retrouve aussi en science-fiction avec le clone, interroge finalement toujours la stabilité identitaire du sujet. La dissociation psychique peut aussi être montrée sur un mode psychiatrique, réaliste. Le cinéma regorge de ces personnages à identités multiples, Split, Psychose, Fight Club, Shutter Island, Répulsion, etc. On peut aussi penser à tous les cas d'imposture, de fausses identités, comme dans L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, qui est inspiré d'un vrai fait divers, l'affaire Roman. Jean-Claude Roman a fait croire à toute sa famille pendant près de 20 ans qu'il était médecin en Suisse, alors qu'en fait il avait raté ses études de médecine. Et il a fini par tuer toute sa famille. Enfin, l'hybridité identitaire peut aussi se manifester dans l'identité de genre ou l'identité ethnique. Les individus peuvent se sentir prisonniers dans une double identité, par exemple dans le cas de la transidentité ou de la double nationalité ou de la double culture. La littérature francophone postcoloniale et créole, par exemple en Afrique ou aux Antilles, pose souvent la question de la double identité, du métissage culturel, qui est tantôt perçu comme une richesse, tantôt comme une fragmentation ou un tiraillement identitaire. Dernière question, comment rendre compte de son moi et de ses métamorphoses ? Avec l'émergence de l'individualisme au XVIIIe siècle, on assiste à un essor du récit de soi et de l'autobiographie. Les essais de Montaigne en sont une première tentative au XVIe siècle, mais ce sont surtout les confessions de Rousseau qui installent le caractéristique de l'autobiographie. Un individu raconte sa propre vie en cherchant à être le plus sincère possible. C'est ce que Philippe Lejeune, un spécialiste de l'autobiographie, a appelé le pacte autobiographique, c'est-à-dire le pacte de sincérité conclu tacitement entre l'autobiographe et le lecteur. Donc l'autobiographe est censé dire la vérité, être de bonne foi. Cependant, représenter fidèlement les métamorphoses de soi-même se heurte à de nombreux obstacles. Par exemple, les défaillances de la mémoire. On peut oublier les faits, on peut les rapporter de manière lacunaire, les transformer, les compléter, même de bonne foi. C'est ce que dit Aragon dans Le Mentir vrai. Quand je crois me regarder, je m'imagine. Nathalie Sarraute, dans son autobiographie Enfance, parle quant à elle de souvenirs prêtés, des déformations du souvenir qui sont empruntées aux parents, aux récits familiaux, aux photos, et qui finalement trahissent notre passé. Deuxième obstacle, la subjectivité de l'auteur. On peut se voir d'une certaine manière qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. D'ailleurs, notre moi est si complexe que nous échouons en réalité à nous saisir dans toutes nos dimensions. Dans ses mémoires, Simone de Beauvoir a exprimé cette difficulté de se voir soi-même de l'extérieur et du sentiment d'étrangeté qu'elle a éprouvé quand elle s'est aperçue que son entourage la voyait d'une autre manière qu'elle-même. Finalement, une autobiographie est toujours une recomposition de soi. L'autobiographe est contraint de choisir, de sélectionner, de trier pour donner a posteriori une cohérence à sa propre vie. Il peut aussi être tenté de s'auto-censurer, d'édulcorer. Par exemple, André Gide dresse un bilan de sa visite de l'URSS dans Retour de l'URSS, et le raturage des manuscrits montre qu'il a beaucoup atténué ses désillusions et la critique du totalitarisme pour s'éviter des problèmes avec les milieux communistes. L'essor de l'autofiction dans les années 70, c'est-à-dire le mélange de l'autobiographie et de la fiction, remet de toute façon en question la notion de vérité qui n'est plus centrale. On peut aussi penser aux pratiques contemporaines numériques du récit de soi, réseaux sociaux, blogs, journaux en ligne, forums. Ce sont des moyens qui permettent de montrer les évolutions de son moi à travers le temps, mais aussi évidemment de proposer une version idéalisée de soi, dans une sorte de mise en scène qui donne l'illusion de la sincérité. Ainsi, représenter les métamorphoses de soi semble davantage un idéal qu'une possibilité réelle, tant le sujet est difficile à cerner et à saisir. En conclusion, ce chapitre pose un paradoxe. Le moi est à la fois permanent et en perpétuelle métamorphose, évident pour nous et indescriptible aux autres. Sa complexité et sa pluralité le rendent difficile à cerner et à saisir, y compris dans les récits de soi.
Et paradoxalement, de nos jours, plus nos identités nous semblent instables et fragmentées, et plus on observe justement un phénomène de recherche identitaire. Le moi est donc lui aussi le lieu de la rupture et de la continuité. Mais ce thème sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous dis donc à bientôt.